On y va. Bonjour Monsieur Bernard, je suis ravie de vous recevoir dans cette exposition à Monte-Carlo. Vous êtes l'invité d'honneur et vraiment je suis très honorée. Vous êtes un peintre assez particulier parce que vous avez une technique que personne ne détient. Effectivement. Vous l'avez vous avez donc cette technique sauvegardée en quelque sorte. Absolument, dans le monde. Ah, absolument, actuellement, oui. On peut dire c'est comme ça. Et alors donc, vous allez nous parler de cette technique qui est née dans les années 20, qui non seulement dans les années 20, mais en 1923. Donc, c'est une technique qui a 100 ans cette année. Donc, c'est un jubilaire, en quelque sorte. C'est un anniversaire. Oui, c'est un anniversaire. C'est une technique qui a été découverte, comme souvent des techniques, un peu par hasard, si on peut dire, car à l'époque, au début du siècle passé, il y avait monsieur Jean-Charles Séhaille, qui était un ingénieur spécialisé dans les ciments. Et il a inventé beaucoup de sortes de ciments différents. Et un jour, sa femme, Madame Speranza Carlo Séhaille, qui était à l'époque une cantatrice renommée, très renommée, a découvert tout à fait par hasard, je ne sais pas si c'était en faisant des rangements, ça, un morceau de ce qu'on appelle maintenant le lap. C'était une transformation du ciment, et ce morceau de ciment avait une transludité, une transparence qui l'a séduit. Elle en a évidemment parlé à son mari, qui lui, en tant qu'ingénieur, a fait des recherches pour essayer de reproduire, et s'est demandé comment ça s'était formé. Et, ma foi, il y est arrivé à retrouver de manière à ce que ce soit reproductible. Et à l'époque, Madame Speranza Séhaille avait l'habitude de faire des réunions tous les vendredis après-midi avec des écrivains, des poètes, des musiciens et des peintres. Et évidemment, elle en a parlé aux peintres qui ont été immédiatement séduits, et particulièrement des peintres très connus comme Raoul Dufy, Fujita et bien d'autres. Et elle leur a proposé qu'elle leur fasse dans cette matière leur production. C'est quelque chose que beaucoup ont accepté avec plaisir et tout. Sauf Picasso, étonnamment, oui. Parce que, apparemment, il voulait pas d'intermédiaire. Il voulait faire ça lui-même. Mais c'était pas possible parce que la technique étant tellement compliquée que... Donc, il a dénigré tout. On sait ce qu'on suppose. Mais bref, c'était pas grave. Il y avait d'autres qui s'y intéressaient beaucoup. Et ça a eu un succès énorme. À cause de la matière, surtout. Parce que, comme vous voyez, c'est dur comme du marbre, c'est doux comme de l'ivoire. Et puis, il y a ce côté... tridimensionnel, qui est magique, on peut dire un peu magique. Parallèlement à ça, il y a certains peintres qui ont réussi à faire des moules, des productions tridimensionnelles, justement, en relief ou en bas-relief ou haut relief, et particulièrement les frères Martel, qui étaient très connus eux aussi à l'époque, puisqu'ils avaient été choisis pour faire le haut relief de la chapelle du paquebot le Normandie, qui malheureusement a brûlé accidentellement en 1945 dans le port de New York. Mm-hmm. Par rapport au succès de l'époque,
il y a beaucoup d'architectes qui s'y sont aussi intéressés pour faire les devantures de magasins. Comme par exemple les vins Nicolas ont eu plus de 200 magasins faits tout simplement, alors c'était des surfaces lisses, ça c'est une technique, après, on en parlera après, des surfaces lisses, ou bien il y avait des entrées d'hôtels, et puis aussi il y a une décoration à la salle Pleyel à Paris, oui, parce que à l'époque, évidemment, les matières synthétiques n'existaient pas, sauf la bakélite, qui est maintenant interdite, sauf pour les balles de ping-pong, étonnamment. Mais à cette époque, il n'y avait pas de plastique, pas de plexiglas et tout ça, donc c'était une matière, mais malheureusement très lourde. C'est pour ça que la crise après, avec la guerre, et puis l'invention du plastique a un peu coulé le lac, l'a fait disparaître. Et dans les décorations intérieures, il y avait les célèbres colonnes de la brasserie La Coupole au boulevard Montparnasse, à Paris, toujours. Et à ce moment-là, il faut que j'ouvre une petite anecdote, c'est que dans le temps, je travaillais dans la recherche médicale et j'avais une collègue de travail avec qui j'avais bien sympathisé, justement pour les dessins d'après modèle, les dessins académiques après modèle, et la musique. On était devenus amis, et un beau jour, elle me dit « mais il faudrait que je te fasse connaître mon beau-frère, qui est peintre, qui a inventé une technique, comme je travaillais en laboratoire, elle a dit « il me semble que ça devrait t'intéresser ». Effectivement, je l'ai rencontré, et ça c'était très sympathique, et ça s'est si bien passé qu'on est devenus amis, et la brasserie La Coupole, c'était en 87, je crois, 88, 87, oui, a été classée monument historique et il fallait la restaurer. Et comme dans les années 1945, les colonnes qui étaient dans un magnifique vert ont été repeintes en rouge grenat pour faire oublier le vert des Allemands, soi-disant. Donc il fallait restaurer ces colonnes et certaines faces de ces colonnes étaient si abîmées qu'il fallait refaire les plaques, la matière depuis. Et il m'a demandé, alors ça c'était le fils de Jean-Charles, c'était Pierre Céa, il m'a demandé si je pouvais l'aider parce que c'était des plaques énormes, c'était un gros travail. Et puis, ça m'intéressait, j'ai accepté, et je peux dire que c'est là que j'ai mordu à la technique, parce que c'était vraiment dans le vif du sujet, et ça fait toujours plaisir, quand je vais manger à la Coupole, de revoir 2-3 faces, que ça me rappelle quelques gouttes de sueur. De surcroît, le fils avait inventé une technique de peinture qui s'appelle la peinture par flottaison. Alors ça, c'est tout autre chose, mais qu'on a réussi à lier avec le lap. Et le lap, pour préciser, c'est un diminutif de son nom latin lapis, la pierre, comme dans la lapis lazuli, par exemple. Et la peinture par flottaison est une peinture, et c'est là où ça se complique sur le plan atelier et laboratoire, qui se crée sur une surface d'eau. Une surface d'eau qui est créée par des récipients de plusieurs milliers de litres d'eau. Et sur la surface, sur cette surface aquatique, on dépose un film infinitésimal, un film spécial, qui va retenir en image tout ce que je vais immerger en ayant au préalable préparé les angles d'immersion, les pigments que l'on dépose sur les objets, les plantes ou tout ce qu'on veut. Et c'est un film où on peut passer plusieurs fois, car si on repasse, on peut rajouter un motif sans détruire le précédent.
mais c'est très délicat, évidemment. C'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Et une fois, en plus de ça, le film peut être étiré ou compressé. Il est légèrement extensible. Et c'est une difficulté supplémentaire parce que quand vous compressez une surface avec une quantité de pigments sur une surface plus petite, la densité augmente. Et la difficulté, c'est que les pigments que vous immergez, on ne voit jamais la vraie couleur parce que c'est en transparence. Et c'est seulement quand on récupère la surface par-dessous qu'on verra réellement, et c'est pour ça, c'est l'habitude qui est... Mais c'est toujours plein de surprises, ça c'est sûr. Et ensuite, alors donc on récupère le tableau soit sur une toile normale, un canevas, ou sur du bois, qui peut être préparé aussi avec un fond différent, ou alors dans un moule, si on veut le couler en matière lapidaire, en lape. Et alors là, il y a aussi une difficulté qui s'ajoute à la qualité des couleurs, c'est que on peut simplifier que parmi les pigments, on a deux grandes familles, les pigments végétaux et les pigments minéraux. Pour cette technique, c'est les pigments minéraux qui conviennent le mieux à la cristallisation. Malheureusement, les pigments minéraux ont une densité plus élevée que les végétaux et ils ont tendance à couler, donc à les perdre. Ce qui fait des surprises de couleurs quand on démoule, ça c'est aussi. Alors il faut jouer avec ça et puis c'est, ma foi, c'est l'habitude, l'entraînement, on sait que... ensuite, la cristallisation est encore spéciale parce que il faut inverser le sens du séchage. Et ça, c'est très compliqué aussi. C'est pour ça. Si bien que, ma foi, maintenant, moi, je travaille dans un atelier qui est autant un laboratoire qu'un atelier, parce qu'il faut énormément d'installations d'air comprimé pour propulser les pigments qui, eux, alors aussi, ça c'est... Pour faire cette technique, vous ne pouvez pas utiliser les peintures qu'on achète dans les magasins. Heureusement que je travaillais en laboratoire avant. Oui, parce que toutes les couleurs, je dois les façonner, les préparer pour que ça fonctionne pour cette technique. Autrement, vous utilisez simplement. Et vous n'avez pas pensé maintenant à, enfin disons, à l'héritage? Ben oui, c'est déjà arrivé. Alors l'héritage, c'est très simple. C'est qu'il y avait aussi des amis de Pierre Séhaille qui connaissaient, qui s'y intéressaient. Alors à ce moment-là, ils venaient chez lui pour travailler à la manufacture d'Antony, près de Paris. Et parce que l'installation est trop fastidieuse à faire, trop importante à faire. Mais ceux-ci, ils sont tous morts. Il restait son fils, mais ça ne l'intéresse pas non plus, pour différentes raisons. Il n'a pas le temps, c'est ça. Et puis, les rares personnes que j'ai... C'est le problème, c'est l'installation du laboratoire. Parce qu'il faut des bacs énormes, il faut beaucoup de place. Oui, mais vous savez, maintenant, un jeune disciple. Oui, maintenant, il faut faire vite. Vous savez, la peinture actuelle, souvent, elle est faite, à part quelques-unes spéciales aussi, mais en général... parce qu'ensuite, la cristallisation dure. Ça ne passe pas dans un four. Donc, c'est une cristallisation naturelle. Ça dure plusieurs jours. Moi, pendant plusieurs jours, j'attends. Je ne sais pas ce qui m'attend. Et par exemple, ici aussi, il y a une petite... Ça, c'est aussi en lape. Mais c'est un dessin académique fait d'après un modèle vivant que je regrave dans un pigment spécial qui va cristalliser avec le lape, mais les ombres, vous voyez, des corps qui sont faits ici à la poudre d'or. Il y a un sens, évidemment, toutes les pellicules sont dans un sens temporel, je pourrais dire, et pour faire une œuvre comme ça,
je dois mettre les ombres avant d'avoir fait le dessin, avant d'avoir gravé le dessin. Et la difficulté, c'est que quand je grave le dessin, je ne vois pas les ombres. Et je dois travailler en miroir, parce que je dois graver à l'envers, puisque dans un moule, quand on démoule, tout ce qui est à gauche est à droite et inversement. Et c'est seulement quand enfin je démoule, je sais si, mais ça c'est une réussite quand même, mais des fois je me suis complètement trompé parce que je vois pas les ombres. Alors c'est encore une autre technique, si on peut dire. Il faut vraiment être passionné. Ah ben il faut faire des un peu. Je suis passionné, hein, parce que maintenant ça fait bientôt 40 ans que je fais ça. Mais puis alors lorsque vous en parlez, bon, on sent que vous êtes très passionné, et en plus vous êtes passionnant parce que vous nous transmettez. Tant mieux, c'est le but. Hein, alors, bon, donc, et d'ailleurs, vous pouvez voir que certains, c'est ce que j'aime bien aussi, puisqu'on vit quand même une époque où il y a beaucoup de peinture abstraite, suivant comment on regarde, ça peut paraître des fois une peinture abstraite, mais qui ne l'est pas, puisque quand on s'approche, c'est quand même fait avec du concret. Voilà, comme ça, si jamais les gens qui mais pour le respect de l'environnement, vous êtes dans le... absolument, alors là, il n'y a pas de problème. Non. Tout à fait dans le mouvement. Oui, il y a des essences, mais je les jette pas. Ah oui, non, mais vraiment, bravo. Ben voilà, ça fait un petit résumé de la technique. Et puis, c'est vraiment très passionnant. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette exposition, d'avoir été notre invité d'honneur. C'était à notre honneur, et vraiment, vous êtes passionnant. Merci. Très bien. Je vais essayer de le rester. Voilà.